et la société AIP qui est en Bretagne. Dans les activités de la société Artis, donc on a 4 activités. Donc, on a une activité négoce qui est portée par la société AIP Pro, pardon. Et on a donc 4 domaines d'activité. Le premier domaine, c'est l'oil and gas. Donc là, qui va comporter tous les travaux de tuyauterie pour les transporteurs de fluides, notamment Trapil, GRP Gaz, TGR. Où là, sur ces marchés-là, on a des travaux en plus de tuyauterie de clés en main avec une partie étude, une partie itération génie civil et avec une partie mise en service. La deuxième activité majeure, c'est la mobilité, donc là qui va toucher toutes les installations, donc stations de service GNC, GNV, donc le gaz naturel, hydrogène, avec également un peu d'hydrocarbures et également une grosse partie maintenance pour les tuyauteries. La troisième activité, c'est la partie industrie, où là, on assiste les industriels dans la gestion de leur réseau et on les aide par des prestations soit de contrôle ou d'audit de leur réseau. Donc, il est vrai que notre activité aujourd'hui est portée, on a 70 personnes à peu près dans le groupe. On est Vas-y, Fabrice, je pense que c'est parti. C'est parti. C'est étonnant. C'est bon pour les live. Et ouais, c'est facile. Donc, du coup, face à ça, on s'est rapproché de l'IMASM pour monter le projet Power BI au sein du groupe, avec la volonté d'avoir un reporting sur la partie forcément finance et pour pouvoir avoir nos tableaux de bord comptables. On avait une partie commerciale pour pouvoir faire nos budgets commerciaux et tout le suivi commercial des réalisations des chantiers. Et après, on avait quelque chose de très spécifique pour les suivis de projet, avec le suivi à l'avancement et le suivi de la rentabilité de tous les projets pour l'ensemble des sociétés, à partir des données de l'ERP. Et on a également monté des modules sur la partie RH, pour avoir les informations sur les salariés, et une petite brique sur la partie QHSE de l'entreprise. Également, ce projet, il s'inscrivait également dans la nécessité de croissance. Donc, nous, le groupe Artis, on a pour projet aujourd'hui d'intégrer 2 par croissance externe. Et il est vrai que piloter une entreprise avec son ERP, ça restait encore faisable. Aujourd'hui, on a 4 sociétés dans le groupe. Donc, pour pouvoir avoir accès aux données rapidement de toutes les sociétés, il fallait absolument faire ce travail-là. Et encore plus pour préparer l'avenir aujourd'hui du groupe. Donc, c'est bon. On va aller très vite sur vous montrer des choses très pratiques. Simplement, en plus du contexte business, peut-être vous montrer simplement l'architecture globale de ce qui a été construit de façon très simplifiée, mais afin de comprendre un peu les briques dans lesquelles on va pouvoir naviguer tout à l'heure. On a prévu de vous en montrer quelques-unes. N'hésitez pas, justement, on verra lors de la session de questions-réponses, à nous demander d'aller en explorer certaines de façon plus précise, d'aller explorer les briques qu'on cite ici, qu'on ne verra pas forcément en détail. Le but est de pouvoir faire ça de façon assez interactive dès lors qu'on aura fait notre première présentation et démonstration.
Si vous êtes à l'aise avec les concepts de business intelligence, je vais aller relativement vite, mais simplement repréciser un petit peu les différentes grandes étapes dans un projet de BI en général et au-delà du fait de parler de la partie Power Platform et Power BI. Concept de business intelligence, en termes d'outils, le but est de sourcer des informations diffuses dans le système d'information. Donc, c'est toute cette première partie. Là, on vous en montre juste une partie qui est la source de ces rapports-là. Ça peut être beaucoup plus large. De extraire, nettoyer cette donnée pour la stocker dans un endroit unique, on appelle un lac de données, à échéance très régulière, une à plusieurs fois par jour. Donc, on automatise via des flux la connexion, l'extraction, la transformation et le chargement de données dans ce lac. Donc, on va le faire au niveau Power BI avec son ETL intégré en ligne, outil d'extraction, transformation, chargement qui s'appelle Power Query, le data flow en ligne. Ce lac va servir de source ensuite à un cube analytique. Dans ce cube analytique, on va mettre en musique nos données, faire des liens entre les différentes tables, faire des calculs au-dessus de ces liens et permettre du coup la présentation d'indicateurs de pilotage de la performance. Et au-dessus de ce cube sera sourcé pour présenter des rapports de pilotage, des accès à la donnée, diffusés dans des applications web, en fonction des besoins de chaque utilisateur, la donnée. Donc l'application en gros partie, c'est d'avoir sourcé principalement, donc effectivement, quand on va voir dans les couches basses, c'est un peu les ERP, puisque finalement, on a 3 bases de données distinctes, que sont la base comptable, la base de gestion commerciale et la base de paye. Et du coup, c'est bien au sein du lac de données qu'on vient réunir ces 3 informations pour commencer à les croiser et ensuite à calculer au-dessus dans le cube. Bon, je mets de côté pour l'instant la partie application QHSE, c'est une application supplémentaire, simplement pour dire que la Power Platform, lorsque la donnée n'est pas acquise par le système d'information de l'entreprise, offre aussi des outils low-code qui permettent de déployer très rapidement des applications web avec une base de données derrière pour acquérir de la nouvelle donnée. Donc là, on a digitalisé un process qui était la remontée des incidents QHSE en déployant sur une 50aine, je pense, de téléphones mobiles, une application web qui remonte des informations, stocke l'information dans une base et nous permet ensuite de la travailler comme toute autre donnée de l'ERP. Donc, c'est un petit module complémentaire, en fait, qu'on a fait à côté. Ce sont des applications, souvent, qui ont un temps de déploiement très rapide, de l'ordre de quelques jours, puisque tout est déjà prédéveloppé sur le format low-code, avec ce qu'on appelle l'outil Power Apps. Donc, l'infrastructure, c'est celle-là. Et le but, c'est d'aller vous montrer un petit peu la réalité de ces briques dans le système d'info avec la Power Platform. Bon, sachant que j'ai éludé une partie, c'est qu'on arrive avec la Power Platform à avoir une interconnexion très forte avec Microsoft 365 au sens large, notamment la suite Office, et que nous, on s'est beaucoup servi de ça. On va vous montrer principalement sur un exemple. Pour la partie chiffre d'affaires, donc quand on voit du SharePoint, là c'est des Excel dans des dossiers SharePoint. La partie chiffre d'affaires et la partie budget, où en fait on va récupérer de la donnée historique contenue dans l'ERP ou d'autres applicatifs dans notre cube. Ce cube va alimenter Excel. Dans Excel, on va pouvoir faire des opérations, saisir, projeter, calculer et repousser ces données dans le lac de données pour qu'ensuite elles viennent également en restitution dans l'application web et dans toute la partie rapport qui est vraiment la source énergétique de ce projet. Voilà, c'est la fin de la théorie. Donc maintenant, on va se connecter à un espace de démonstration qu'on a construit qui copie grosso modo ce qui avait été développé pour le groupe Artis, avec de la donnée anonymisée, des données modifiées, d'autres données qui peuvent ajouter. Mais c'est globalement ce qui a été produit qui vous sera présenté. Alors, je vais récupérer peut-être en partage de l'écran. Est-ce que là, sur la partie web, on a l'écran ou pas? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, je vous montre avant, je vais ressortir d'ici pour vous montrer avant très rapidement. Sous forme schématique, ce qu'on se disait tout à l'heure. Ah, oui, vous ne l'avez pas ici. Ça va pas vous aider. C'est pour ça que les lumières se sont allumées d'ailleurs. Voilà. Donc, bon, le schéma n'est pas totalement. Le schéma se fait automatiquement, la documentation se fait automatiquement, et vu les méthodes qu'on utilise, il n'est pas totalement vrai, donc je vais vous montrer. On a des sources qu'on va retrouver ici. La première partie, ce que je vous montrais. Donc là, notamment les différentes bases Proginov, et qu'on vient travailler dans le lac de données ici, et ensuite qui
est reconnecté ici et qui permet de produire le cube qui est présenté ici et les rapports qui sont ici. Donc le but, c'est peut-être d'aller très haut dans l'application web de restitution et ensuite de redescendre les phases du projet pour bien expliquer comment on est arrivé à ça. Est-ce que tu pourrais remettre ton partage d'écran pour le C'est bizarre, c'est à chaque fois. Je pense que c'est le connectifiage des lignes. Les lumières vont peut-être se rééteindre. Peut-être. Parce que là, on l'a sur Teams. Ouais, c'est étonnant. Alors, vous allez avoir beaucoup de code et pas beaucoup de libellés, parce que dans des soucis aussi d'anonymisation, on a à la fois modifié les données, modifié les noms des sociétés, modifié les noms des tiers, voilà, appliquer les coefficients. Donc forcément, la donnée va être complètement factice et ce n'est pas exactement les visus qu'on pourrait avoir dans l'application. Donc l'application, au global, comme vous l'avez vu, elle est disponible dans l'environnement de l'entité, on peut s'y connecter. Et c'est une application unique, avec des grands modules. La finance, le suivi de la performance commerciale, le suivi des chantiers, et puis la partie sociale. Donc le but, c'est d'avoir 4-5 grands menus, et après vous avez des sous-menus en dessous, vous pouvez voir la synthèse, les comptes de résultats, etc. Donc ça, c'est tous les éléments financiers qui vont fonctionner globalement en vase clos avec la base de données Proginov Finance, Proginov Comptabilité, et qui va permettre par contre d'y accéder plus rapidement, de façon dynamique, alimentée tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et permettre à l'utilisateur d'extraire la donnée. Et puis ensuite, les autres vont attaquer d'autres bases et croiser d'autres données différentes d'autres bases, parce qu'une fois qu'on est dans le lac de données, toutes les données sont stockées au même endroit, selon le même langage, avec la même norme, et ça devient le lac de données du groupe, et plus la norme de présentation et de nommage de la donnée de chaque éditeur. Donc, je ne sais pas sur quel. Est-ce que tu veux qu'on ait un détail sur d'autres? On peut déjà démarrer là-dessus. C'est vrai que je disais en préambule, le besoin du projet, c'était déjà l'accès à la donnée. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous, on utilise Proginov. Si on veut se connecter à Proginov, il faut se connecter au serveur. Ensuite, il faut ouvrir une session à distance, il faut ouvrir le logiciel. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir la licence. Et pour chaque utilisateur, il y a une licence, alors que là, on le gère avec les droits. Donc, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui ne saisit pas sur Proginov peut avoir accès à la donnée. Et du coup, ça simplifie quand même l'accès au niveau de la donnée. Excusez-moi. L'année précédente, là, vous étiez sur quel portail? Sur quel, parce que j'ai vu plusieurs solutions évoquées. Il y avait notamment SharePoint. On était sur Power BI. Tout à fait. On est sur Tout à fait. Donc, le produit Power BI, lorsqu'on a une licence Power BI, on accède au portail Power BI en ligne et on a accès à quoi? On a accès à 200-300 connecteurs pour se connecter à des sources de données spécifiques. Donc, ça va être du SAP, ça va être du Excel, ça va être tout un tas d'outils de marché où les éditeurs ont travaillé pour pré-packager des connecteurs. Donc, ça, pour se connecter le plus facilement possible avec le temps de développement plus réduit. Ensuite, on accède à des flux de données, comme on disait tout à l'heure. Donc, ça va permettre de programmer des actualisations automatiques de données qui vont partir de ces logiciels à nous pour arriver dans le lac de données. Et au cours du flux, on va appliquer du nettoyage, de la transformation. Comme ça, c'est fait pour tout le monde à l'échelle industrielle au niveau de l'entreprise. Et ensuite, on a le lac de données qui, lui, devient la source de tout le reste. Le lac de données, il est dans Power BI aussi. Et lui, ce qui va le sourcer, c'est le cube. Donc, dans le cube, on va aller chercher tout un tas de tables qu'on stocke dans le lac de données les unes à côté des autres. Et on va les mettre en musique en créant des relations et en créant des calculs à l'intérieur. Calculs à travers les différentes données d'entreprise. Là-dessus, on pourra créer des dashboards. Donc, c'est ça. C'est de la data visualisation. Et ça, tous ces rapports, on pourra les packager dans une application web. Et là, c'est vraiment ce que vous avez à l'écran pour la partager aux utilisateurs. Donc, l'utilisateur se connecte à Power BI, il rentre son login mot de passe Microsoft 365, et de là, il a accès à cette application, qui est le produit fini. Lui, il ne peut pas modifier ses dashboards, il ne peut pas casser la donnée, il ne va pas rechercher des requêtes en partant de zéro et lui-même la donnée. Il va consommer ce qu'on lui donne, qui a différents stades d'accès, mais celui-là, c'est vraiment celui où il va consommer les dashboards, qu'on lui pousse dans une application. Il se connecte et il a des droits d'accès et il ne voit pas toutes les données. Il voit les données de sa business unit, de son périmètre géographique, de son rôle, de son service. Donc tout ça doit être paramétré. Donc là, Power BI en ligne, on se connecte ici. Et en gros, après, c'est tout ce qui a été construit autour du projet BI qui, toutes les nuits, part du serveur Artis Proginov, pousse la donnée dans le cloud de Power BI et applique toutes les étapes de transformation, tous les calculs, et cette application est régulièrement mise à jour pour proposer la donnée aux utilisateurs finaux.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, non, oui, parce que c'est important, parce qu'on peut mettre quand même les heures dans lesquelles on veut que ça se, Tout à fait. que ça se mette à jour. De 1 à 48 fois par jour en fonction des licences qu'on va avoir. Et après, on a un planning d'actualisation en fait, qui vient s'implémenter. Et donc, on choisit en dehors des heures de service, en dehors des heures de sauvegarde, même si ça dérange moins, et en fonction du temps de chargement. Donc ensuite, les visuels sont packagés dans cette application. L'utilisateur peut accéder, peut récupérer sa donnée, peut descendre dans le détail. Si on va ici, on va pouvoir aller un peu bas dans le détail un peu vite. Mais on va pouvoir descendre au compte, on va pouvoir descendre à l'écriture. Donc là, on vous a enlevé toute une partie des libellés, etc. Mais on peut faire des trucs parlants. Là, on peut descendre directement à la facture en termes de chiffre d'affaires. Donc, on a tout ça en dynamique, on est actualisé au moins au quotidien. Donc, ça vaut pour tout type d'état financier, le bilan, des pages spécifiques sur les paiements, clients, fournisseurs, etc. On rentre peut-être dans la partie business. Et l'intérêt aussi d'avoir toutes les données dans le cube, c'est de pouvoir automatiser tout ce qui va être cadrage, comptage, gestion, tout ce genre de choses. Parfois, les bases ERP, comme là c'était le cas, ne se parlent pas directement. Enfin, le cadrage est automatisé ici, à l'intérieur de la pièce, puisque c'est le seul endroit où on a selon le même langage et au même endroit des calculs de chiffre d'affaires comptable et des calculs de chiffre d'affaires de gestion. Du coup, là, sur cette partie-là, là, le besoin, il y avait plusieurs besoins. On avait besoin de suivre le chiffre d'affaires par rapport à un objectif par client. Pour ça, on pourra montrer le fichier Excel juste après. Et dans le deuxième onglet, là, on est dans le suivi des devis. Là, pareil, d'une façon assez simple, on peut voir tous les devis qui sont en cours, tous les devis qui ont été acceptés, qui ont été refusés. Et en plus, c'est vrai que la plateforme permet un filtrage des données assez dynamique. Parce que le nom est refusé par affaire et en nombre de devis, et après de descendre dans le détail. Donc c'est vrai qu'on arrive facilement à avoir accès aux données et aux informations. Donc c'est vrai que pour nous, ça permet un suivi assez rapide. On a en visite client, il suffit juste d'aller sur cette plateforme-là, on choisit le client et là, automatiquement, on est centré sur les données. Avec la capacité toujours de partir du général pour aller vers le particulier. Et donc là, on vous montrera comment on construit les objectifs, parce qu'en fait, les objectifs, je pense qu'on va le montrer tout de suite d'ailleurs, dans la foulée. C'est-à-dire que là, bon, vous n'avez pas les données parce que justement, on les a modifiées, mais le CA objectif versus le CA commandé qui permet de voir un peu le taux d'avancement. L'objectif, pour établir un objectif de CA, on fait un budget commercial. Et pour faire un budget commercial, on s'appuie d'abord sur le passé, pour ensuite projeter de la donnée future. Et donc, pour faire ça, la donnée du passé, on la récupère aussi dans nos cubes aujourd'hui, mais via une interface Excel, parce qu'on va pouvoir faire des calculs dessus, ajuster, projeter, changer des hypothèses. Donc ça, on va vous montrer en parallèle. Et toujours dans l'idée d'aller du général au particulier, si on a une question sur un client spécifique, on a la possibilité pour chaque client, donc là, c'est les codes, d'extraire en fait une fiche client spécifique qui va nous permettre de prendre du recul, de voir comment on a travaillé avec ce client depuis 5 ans, de voir quelles sont les affaires en cours. Je ne vais peut-être pas cliquer sur le bon. Le CA facturé, la marge des différentes affaires. Je pense que j'ai cliqué sur un qui n'avait pas de valeur. Et voilà, enfin, vous avez compris le principe, c'est qu'on a toujours des tables de synthèse et après on descend. Ah, j'ai cliqué sur le bon. On va prendre le premier. Il y a peut-être un problème de filtrage. C'est peut-être la modification des données qui a créé une carte de filtrage. Donc, vous pouvez avoir une fiche client avec l'évolution long terme. Là, on sort de l'analyse de l'exercice. Là, c'était uniquement l'exercice de l'année. Voir tout de suite les différentes affaires qu'on a fait avec lui, les marges, les plus grosses, les présenter sur un nuage de points, voir en bas le détail des factures dans ces affaires. Voilà. Le but étant de toujours pouvoir partir du général, piloter global, mais par contre, lorsqu'on a une question, être totalement autonome et pas commencer à aller requêter le RP, requêter un logiciel, reprendre dans Excel, mais tout de suite descendre dans le détail pour comprendre les évolutions ou les données qui posent question. Et donc, pour construire cet objectif, je pense qu'on peut y basculer tout de suite, ça permet de voir la démo. Comme je vous le disais, donc Power BI est pleinement intégré dans le cloud Microsoft 365, ce qui facilite grandement les connexions avec Excel, notamment pour ceux qui sont sous Excel 365, vous pouvez le voir ici. Vous avez tout un tas de connecteurs, et ici, à partir de la Power Platform, vous avez la possibilité de récupérer des données à 2 niveaux par rapport au schéma qu'on présentait tout à l'heure. Au niveau qu'on appelle data flow, c'est le niveau du lac de données. À ce niveau-là, la donnée, elle est propre, elle est nettoyée, elle est au langage d'artiste et plus au langage des outils sous-jacents, mais elle n'est pas mise en musique, elle n'est pas liée par des relations, il n'y a pas de calcul dedans, mais ça peut permettre de récupérer des référentiels enrichis. Si vous avez un bout de votre référentiel client dans un CRM et d'autres infos clients qui permettent de le qualifier dans un ERP mais qui ne sont pas dans le CRM ou autre, c'est ce qu'on va créer ici. Vous aurez votre liste client exhaustive, enrichie,
que vous pourrez récupérer dans Excel ou ailleurs, à des fins d'analyse dans Excel ou à des fins de la repousser dans un autre outil. Et nous, tout ce qui va nous intéresser là, c'est plutôt les connexions en natif avec le cube, c'est-à-dire là, on a déjà calculé des choses pour récupérer de la donnée étoffée calculée sur nos clients dans le passé et qui va nous permettre de prévoir le futur. Donc voilà, on a une petite interface Excel qui permet de choisir sur quelle société on veut se positionner et puis de placer des taux horaires par BU, mais ce n'est pas forcément ce qui est intéressant. Je l'ai fait ici, je ne sais pas si tu veux le présenter. C'est vrai que nous, quand on construit notre budget commercial, on va, comme le disait Dimitri, on va se baser sur le chiffre d'affaires de N-1 pour redéfinir notre objectif de chiffre d'affaires pour l'année du budget. Et ensuite, on va venir renseigner deux paramètres qui sont importants pour nous. C'est le volume d'achat qu'on va réaliser en fonction du chiffre d'affaires, en se basant sur l'année N-1. Donc, à partir du moment où on va mettre un chiffre d'affaires, il va nous reprendre le pourcentage d'achat qu'on avait sur l'année N-1. En fait, les données grisées, pour bien situer vos données grisées, là, elles descendent de la BI, elles sont à jour au quotidien, on ne touche pas, le Excel, lui, il ne change pas. Donc, on lui a paramétré, on lui a dit quelle année on voulait, pour quelle société, etc. Et là, on analyse tout de suite des clients avec leur chiffre d'affaires historique, et puis tout un tas de données métiers plus qualifiées qu'on trouve dans le RP, nombre d'heures réalisées, prix de revient de la main-d'œuvre, etc. Et ça, tout ce qui est grisé, on ne touche pas. C'est le N-1. On aurait très bien pu choisir une base 2 ans, 3 ans en arrière, ce qu'on estime être la norme de la relation commerciale avec ce client. Et en fait, on va avoir la proposition, on va saisir toutes les données qui sont cette couleur-là. Donc là, c'est ce que disait Fabrice, on va saisir le CA Prévit avec ce client-là en fonction du passé. Et là, il va venir décliner les mêmes ratios en termes d'achat par euro de chiffre d'affaires, en termes de CA par heure, etc. Et faire une proposition purement mathématique sur la base de la moyenne qu'on s'est donnée sur les années précédentes. Donc là, il y a zéro opération manuelle, si ce n'est d'aller choisir quel CA on va projeter. Et à la fin, tu peux... Voilà. La proposition. Ouais, là, je laisse. Du coup, à partir du moment où on a défini, par défaut, il nous propose le même chiffre d'affaires que l'année -1, ça évite de passer à côté. On peut le ressaisir et ensuite, sur la fin de la saisie, il nous fait la même proposition en pourcentage d'achat et également, il nous fait la proposition du nombre d'heures. Il y a une petite erreur en forme, mais du coup, à partir de ça, nous, automatiquement, on détermine une fois qu'on a fini le budget commercial, la marge brute du budget, elle est réalisée, et également le volume d'heures à réaliser pour le budget, il est automatiquement proposé, et du coup, ça permet, nous, après, de vérifier si on a des effectifs pour réaliser le budget. Donc, l'idée à bien retenir, c'est quand on travaille sur de la donnée historisée, aujourd'hui, avec l'étendue du scope de Power BI et des évolutions des 5-6 dernières années depuis sa date de sortie, on a un lac de données structuré partageable, on a un cube partageable, donc on ne ressaisit plus rien. On se base sur des hypothèses, y compris lorsqu'on veut travailler dans Excel, y compris, bon là, je vous en ai gardé 4, mais on a des milliers de lignes normalement, sur l'ensemble des clients, l'ensemble des projets. Et en fait, on va venir interroger la base, et le Excel, on fait sa structure une fois, et il est capable de nous donner la bonne liste, avec les bonnes valeurs, à chaque fois qu'on l'actualise, et à chaque fois qu'on résout. Donc le but, c'est d'avoir vraiment une trame, et ça fait une interface. Ensuite, après, on peut faire tout ce qu'on veut dedans, on a la liberté de le faire, et puis les formules, elles sont adaptables. Si demain, on veut changer les métriques, ou changer la période sur laquelle on veut étudier le passé, par exemple, comme on a 5, 6, 10 ans de chargés dans le lac non plus, c'est très facile, il suffit de rechanger 2 paramètres dans les formules, de les déployer, et on les attaque tout de suite. On passe pas de temps à reporter de la donnée à la main, à extraire de l'ERP d'un côté, à recontrôler que la donnée soit bien la même dans ce qu'on a poussé. On passe plutôt du temps à jouer sur les paramètres pour établir les budgets. Je ne pense pas qu'on aura forcément le temps d'aller trop dans le détail, si après on voudra prendre des questions et finir cette thread, mais on l'a fait sur énormément de points avec Artis, on l'a fait sur le budget commercial, mais on l'a fait aussi sur un budget financier. Et on l'a fait dans le cadre de la procédure d'arrêté du chiffre d'affaires à l'avancement. Bon, là, je parle sur le comptable, mais la procédure pour pouvoir bien évaluer le chiffre d'affaires à l'avancement et l'atterrissage, toutes les données sur les projets, on a besoin de beaucoup de données métiers pour savoir tous les jalons d'avancement du projet et appliquer le bon taux de marge. Toutes les données métiers et finances étant dans le même cube, on redescend en bloc ça dans Excel et on a une proposition d'ajustement du CA à l'avancement qui est quasi automatique. Alors que normalement, on va aller croiser manuellement de la donnée plus métier pour les jalons, le pourcentage d'avancement, de la donnée plus finance lorsqu'on a déjà engagé en dépenses, etc. Donc, on va peut-être pas ouvrir ces deux-là, mais voilà, peut-être que montrer les projections. Oui, très bien. On est parti. Plutôt suivi des opérations. Est-ce que online c'est bon l'écran? Je te laisse peut-être. Oui, pas de souci. Là, du coup, on est sur la partie plus projet.
Où là comme les autres onglets, on a une partie générale où là, ça nous permet de voir l'ensemble des projets d'une manière macro, avec tous les filtres dynamiques. On a la possibilité, là, si tu peux le faire, Garder une liste ou un client, comme tu veux, de filtrer sur un client et automatiquement, l'ensemble des données va se remettre à jour avec une visualisation. C'est vrai que voilà, on a mis des codes couleurs, par exemple, quand la marge était conforme par rapport au devis réalisé, ça permet tout de suite visuellement d'identifier les projets par rapport à ce que ça a été vendu. C'est un bon client, mais je vais passer. Voilà. Il n'y a pas que des bons, mais voilà, on n'est pas toujours bon. Et voilà, dès qu'on voit les points rouges, c'est qu'on est en dessous de ce qu'on a vendu. La marge qui a été vendue. Donc, ça veut dire qu'on peut très facilement aller zoomer sur ce projet-là. Hein. Je pense qu'en plus, tu peux zoomer les. Oui, les axes sont adaptables aussi. Bon, ça, c'est la databilisation partie dans Power BI. Les affaires, on peut aller toujours pareil. Hein, de la même manière, voilà, on peut. Du général au particulier. Et du coup, on peut aller sur la fiche chantier. Et là, du coup, on va obtenir l'ensemble des informations et d'achats réalisés, les achats en cours, qui sont déjà engagés. On a la même chose sur les heures. On va retrouver tout le détail des heures et on va retrouver également tout le détail des réservations, sur les réservations en interne. Et également les attachements qui ont été produits, qui ne sont pas encore validés par les clients. Donc, c'est vrai que d'une fiche, on a tout le tableau de bord du projet. Et sur la partie gauche, voilà, on voit le chiffre d'affaires facturé. C'est vrai que pour nous, les conducteurs travaux qui suivent leur projet, d'une manière assez rapide, ils ont le tableau de bord d'un projet quand ils vont dessus. En plus, chez nous, ils peuvent comparer ces données-là soit par rapport au devis, soit par rapport au budget qu'ils réalisent au début du projet. Ils ont deux en plus comparaison possible. Donc, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite pour avoir l'information. Bon, il y a d'autres options pour passer en devis uniquement, avec le budget, etc. On ne va pas toutes les redescendre. Peut-être la fiche plutôt de projection, par contre, qui est intéressante au global ou sur une affaire. Je ne sais pas comment faire, sur une affaire. Donc, de la même façon, c'est partout. Par l'affaire. Donc là, on avait fait un petit module de projection. L'idée, c'était à partir des éléments qui avaient été engagés et les éléments qui restaient à réaliser, voilà, c'était d'avoir une petite fiche sur le projet. Ça permet aux conducteurs travaux de se projeter en fonction des heures qu'il a réalisées et ce qui reste à produire. Voilà, sur ce projet-là, il y a zéro. Et la même chose sur les achats, ça permet, si jamais on a dépassé les achats et même les heures, on va voir que la produire, il y a zéro. S'il y a zéro, ça veut dire que peut potentiellement avoir un problème sur l'affaire. Et ça nous simule une marge de fin de projet. Donc, c'est plus un mode de projection à partir des données de projet qui permet d'assister le conducteur par travaux dans sa gestion de projet. Et là, on est à l'échelle conducteur travaux, mais ce qui a été construit, c'est une projection à l'échelle de l'entreprise, des BU. On peut aussi enlever tous les filtres de projet et voir du global. Et là, si je me souviens bien, avant le début du projet, il y avait quand même pas mal de travail à agréger l'ensemble des informations pour arriver jusqu'à l'atterrissage de la société ou du groupe. Et là, le but, c'est tous les jours. Je ne sais pas combien de temps d'ailleurs c'était. Vous faisiez combien de fois par an? Je le faisais 3 fois par an. Je le faisais une fois en août, une fois fin septembre et une fois en novembre, mais ça me prenait une demi-journée à chaque fois à reprendre toutes les données de projet noble. C'est vrai que étant à l'avancement, à chaque fois, il faut savoir avant la fin de l'année ce qu'on va dépenser encore et le nombre d'heures qu'on va produire. Avec cet outil-là, on arrive à avoir l'information assez rapidement. Là, on peut se rassurer au quotidien sur tout ce qui est en cours et qui n'est pas encore tombé, puisqu'on a toute la gestion commerciale, toute la gestion des commandes, et qui permet du coup d'aller sur une projection complète à la fin d'année qui se remet à jour tous les jours en fonction de ce qui passe en réel, des écarts, etc. Là, le calcul, on l'a produit une fois. Donc, il a été un peu long à monter, mais par rapport à le refaire uniquement 3 fois par an et se rassurer entre guillemets sur la projection uniquement 3 fois par an en y dépensant beaucoup de temps, finalement, là maintenant, la mécanique elle est rodée et elle calcule tous les jours un atterrissage de marge. À la fin. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions d'ailleurs à ce stade. L'intérêt aussi, c'est l'agrégation des données groupes. On peut passer très rapidement, mais sur une partie trésorerie, par exemple, vous allez avoir la contribution de chaque entité, le détail par compte bancaire, tous les flux, etc. Là, on a enlevé un peu de détails, mais quand on n'a pas d'outil de management global de la trésor, et qu'on a 5-6 entités juridiques dans un ERP, on n'a pas toujours dans l'ERP la restique de la trésor cumulée, au moins de vision sur le passé. Voilà, c'est vrai que du coup, ça va très vite. Pour nous, une fois qu'elles sont intégrées société par société, c'est pas plus difficile avec un outil BI.
de faire la projection globale, de suivre les courbes, de les trier par BU, par entité, de voir l'évolution des courbes uniquement sur un compte, d'aller descendre dans les flux et d'aller bien comprendre. Est-ce que sur cette partie démo, il y a des choses que vous souhaitez d'ores et déjà évoquer, aller un peu plus loin, ou on déroule et on fait en question-réponse après? Oui. On a prévu quelques minutes sur la partie organisation de projet. Je vais le passer très rapidement pour bien se rendre compte de, bon, voilà, quand on a vu tout ça, voilà, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se met en ordre de marche et qu'est-ce qu'il faut. Et après, Fabrice nous dira aussi les facteurs clés de succès et à son sens, leur cours d'expérience, vraiment qu'est-ce qu'il ne faut pas rater. Il y a toujours 3 grandes étapes, que sont une phase de cadrage expertise qui est indispensable avant de se lancer. Il y a toute la phase de gestion du développement. Et la maintenance évolution, dont on parlera moins là, mais qu'il faut anticiper dès le départ. Il y a de la maintenance liée à l'évolution des systèmes en dessous, des systèmes métiers, mais il y a aussi de la maintenance évolutive et des nouveaux projets qui peuvent naître au fur et à mesure de l'utilisation de la donnée par chaque service qui n'était pas habitué à être approvisionné en données au quotidien et qui, du coup, pose des questions, a des besoins supplémentaires, a besoin de croiser plus de choses. Donc, il y a souvent des projets d'évolution. Bon, moi, je ne vais pas dérouler trop longuement là-dessus, sur la partie structuration de projet. Sur le cadrage expertise, on va très bien cadrer les besoins, c'est extrêmement important, avec des pour éviter les surprises en cours de projet. Ceci dit, il est évident que sur ce type de projet, avant de pouvoir se projeter, surtout dans des entités où la data culture n'est pas encore totalement implémentée, c'est au fur et à mesure du projet qu'on va se rendre compte des capacités des outils, des capacités des process en place, des capacités à restituer, de ce qu'on va vouloir en plus. Donc en fait, c'est nécessairement des projets en mode agile, c'est nécessairement des projets qui sont évolutifs dans le temps, sur lesquels on va faire des groupes de sprint, on va revoir donc avec des livraisons à échéance très régulière et du contrôle par le client à échéance très régulière. Et du coup, on va forcément modifier à minima le programme initial, mais c'est important de se donner le fil rouge lors du montage des cadrages d'expertise, parce que les outils de BI sont des grosses boîtes vides, ce ne sont pas des outils métiers comme on a l'habitude d'avoir dans le système d'information qu'on appelle transactionnel. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on peut faire à peu près tout et n'importe quoi, donc c'est important de bien cadrer. Ensuite, le diagnostic de l'existant sur les technologies de SaaS et process. Partie d'une feuille blanche, il y avait malgré tout un certain nombre d'existants avant, sous d'autres formes. Alors, est-ce que c'est vraiment sur certaines parties, on est parti d'une feuille blanche. Le besoin, on l'avait, parce que notamment sur le projet, on avait un petit module dans Proginov qui nous permettait de calculer la rentabilité, d'avoir l'ensemble des données. Mais donc, on savait la méthode, en tout cas les infos qu'on voulait. Donc là-dessus, on était plutôt clair là-dessus au cadrage. Sur la partie commerciale, là, on est parti d'une feuille blanche. Parce qu'on n'avait pas d'outils de suivi commerciaux chez Artis. Et sur la partie RH, il a montré le module. Il y avait toutes les informations sociales qu'on voulait, donc les permis des œuvres, les informations que souhaitaient nos RH. Et il y avait également, nous, on fait une petite fiche de restitution, un bilan annuel lors des entretiens, où là, on a l'ensemble des informations, l'ensemble des salaires touchés, les primes, les déplacements, tous les éléments exceptionnels qui sont regroupés dans une feuille synthèse. Et ça, cette feuille-là, on l'imprime et on la donne aux salariés lors de l'entretien. Ça permet de faire un point et d'avoir connaissance de l'ensemble des éléments. Sur la partie comptable, vous aviez déjà un socle sur la partie SIG, sur la partie trésorerie. Et après, nous, on a demandé, nous, la partie budgétaire, où là, on a cadré le budget par rapport à nos tableaux de bord que nous, on avait déjà sous Excel, pour les avoir sur le Power BI. La différence, c'est que l'alimentation des tableaux de bord, c'est beaucoup de la donnée comptable, mais il y a aussi quelques métriques métiers qui permettent de projeter un budget. Toute la donnée historique comptable, elle descend automatiquement par le type d'interface qu'on vous montre avant, et les données métiers aussi, puisqu'on a tout en bac, tout est structuré. Donc, le budget, quand il faut le reperformer plusieurs fois en période d'instabilité, ça va beaucoup plus vite, parce qu'on actualise, on demande ce qu'on veut. Si je veux un passé du 1er janvier au 30 septembre, un passé du 1er janvier au 31 octobre, un passé sur une année complète, un passé en sautant une année parce qu'il y a eu une année, je ne sais pas, type Covid, qui n'est pas normative, etc. Du coup, là, c'est un paramètre.
le budget est prêt à être poussé. Donc, c'est un changement de philosophie, mais on a gardé quand même le même process. Et c'est important aussi quand les process sont déjà établis et bons. C'est plutôt de se donner la méthodologie pour aller plus vite. Cette phase de cadrage, je sais que le bon déroulé d'un projet, c'est on a bien cadré le projet. Ouais. C'est vrai que pour moi, j'ai la sensation que le cadrage il s'est fait en 2 temps. Pour moi, il y a eu le premier cadrage. C'est vrai qu'après, avec les ateliers, avec toutes les salariés, les personnes clés dans l'entreprise, ça durait 6-7 jours, quoi. Je pense le cadrage, en tout cas, pour l'ensemble des modules. Ensuite, il y a eu une première restitution, et je dirais le deuxième cadrage, où là, c'est à partir des visuels, où là, on a pu affiner les demandes. Parce que forcément, quand on n'a pas de visuel au début, il y avait la demande première des informations qu'on avait déjà sur Proginov. Et après, quand on voit les possibilités que peut nous donner l'outil, là, forcément, il y a d'autres demandes qui surviennent dans les ateliers, notamment sur la partie commerciale, sur la partie chantier, la partie atterrissage. La partie atterrissage, par exemple, ce n'est pas quelque chose qu'on avait demandé au départ et qu'on a vu la possibilité de le faire, entre guillemets, facilement. C'est là où on l'a réclamé. L'avantage d'industrialiser les flux avec un outil comme Power BI, c'est qu'une fois que vous avez industrialisé votre lac de données, la lac de données elle est disponible tout le temps et elle est propre et prête à être employée. Donc pour le premier petit usage, ça va coûter beaucoup de temps de le faire. Mais pour le deuxième usage, on ne part pas en bas dans le RP. On part au lac, voire au cube. Oui, donc on se rend compte de plus en plus que le coût marginal de développement est de plus en plus faible. Parce que ces outils respectent vraiment les différentes étapes de la BI et permet de capitaliser sur l'instauration d'une nouvelle data culture et d'avoir de la donnée de plus en plus propre à des stades de plus en plus haut jusqu'au reporting. Et je dirais par exemple, parce que là on intègre une nouvelle société, là, pour nous, la société, on va dire c'est une demi-journée ou une journée juste pour recadrer les petits paramètres du dossier de Proginov. Il n'y a rien à reproduire, mis à part recréer la société dans le Power BI. Et automatiquement, il vient reprendre le même style de données dans Proginov. Et là, du coup, on n'a plus du tout de paramétrage. On intègre une nouvelle société très facilement. C'est aussi important parce que quand on fait manuellement, par exemple, des budgets, quand on passe de 5 à 10 entités, on multiplie par 2. Quand on a déjà tout intégré dans une même base qui contient toutes les sociétés, c'est clair qu'extraire la donnée passée est extrêmement rapide. Le service informatique n'est pas. Alors, chez nous, on n'a pas de service, c'est moi qui représente les services informatiques, mais chez les deux casquettes. Il était là depuis le départ. Il était là. Et jusqu'à la fin. Non, c'est des projets. Alors, effectivement, il y a des projets divers avec des organisations diverses. Lorsqu'il y a une DSI, effectivement, il faut l'intégrer dès la phase de cadrage. Parce qu'il y a des aspects technologiques, il y a des aspects de connaissance des bases historiques, il y a des aspects de développement d'infrastructure. Après, un outil comme Power BI, il est 100% serverless, c'est-à-dire que c'est software de service de bout en bout. Le connecteur, le flux ETL, le lac de données, tout ça grossit à la demande en fonction de ce que vous mettez dedans. Vous avez un reporting qui est fixe, ce qui est très, très intéressant aussi sur notamment les PME qui n'ont pas l'habitude de faire du monitoring de consommation de ressources de plateformes de données grosses. Vous connaissez, vous avez l'ensemble des outils à votre disposition jusqu'au partage de l'application web, déployé sur tous les téléphones, les PC, qui se met à jour lorsqu'on vous demande. Voilà, c'est du connecteur jusqu'au partage de l'application web, tout est en version SaaS. Donc ça ne demande pas de déployer du tout d'infrastructure. Mais la DSI a un autre rôle dans l'organisation des systèmes d'information, dans le cadrage, dans la connaissance des données sources. Voilà. Et c'est vrai que ce n'est pas la DSI qui va provisionner les ressources informatiques. La mise à jour des services, c'est automatiquement. Oui. Il faut un automate pour voir quelque chose. La mise à jour de l'outil elle-même. Oui, voilà, une mise à jour. Ou des données à l'intérieur. Non, de mise à jour des données. Ah, des données? Non, alors en fait, les automates sont déjà prévus. Donc, au niveau du lac de données, ce que je disais, il y en a en gros de 1 à 48 actualisations par jour possibles à planifier. Donc, on les planifie sur un calendrier et ça tourne automatiquement en fonction du licensing qu'on a. Et après, il y a le cube qui, lui, est désynchronisé dans l'actualisation, sans rentrer trop dans le détail. Et lui aussi, on lui donne un calendrier d'actualisation. Et l'application, elle est toujours
en fonction de ce qu'il y a dans les rapports. Et c'est totalement low code là-dessus. On a une interface applicative sur laquelle on a des calendriers, on place nos actualisations et ça s'actualise. Je pourrais vous le montrer après si vous voulez. Pas combien on fait, je sais pas, 3 fois, je pense, par jour pour l'instant. En fait, au départ, déjà quand on part d'une donnée d'actualisation qui n'est pas quotidienne, on se donne souvent une actualisation quotidienne. Et après, dans le périmètre de données, c'est quand même très rare que 100% des données doivent être actualisées au quotidien. Vous avez dû voir dans le modèle comptable, il y avait les dernières dates de clôture comptable. C'est une procédure qu'on se donne, la compta. Le premier jour du mois, si votre mois dernier il est arrêté, il est sûrement pas bon. Donc, on se donne voilà, des procédures. Il y a des données comme les données comptables, on actualise tout, ce qui permet de voir une facture qui a été saisie hier, et ce qui ne permet pas de voir un résultat arrêté à hier. Donc, il faut bien orner ce qu'on présente, comment on le présente, et à quelle fréquence il est judicieux d'actualiser. Et par rapport à l'actualisation, y a-t-il un outil pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème dans la remontée de données? Donc, il y a des lignes qui ont sauté, il y a des lignes qui ont supprimé par la dernière fois. Est-ce qu'il y a un outil de contrôle, par exemple, sur le nombre de lignes, juste comme ça? Et alors, en natif, il y a tous les problèmes techniques d'actualisation qui sont branchés sur des alertes paramétrales. Ça, c'est totalement dans Power BI, les alertes à Google, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, en termes de paramétrage d'alerte, il y a à peu près tout. Même dans un dashboard, si vous voulez une alerte lorsque vous faites plus 1% sur un client en termes de chiffre d'affaires, il vous l'enverra. Ou dans Teams, ou dans le flux, ça c'est très interconnecté. Pour le sujet précis du monitoring de données, pas des flux de données, d'actualisation des flux de données, donc la partie technique, de toute façon, s'il y a un bug, vous êtes alerté, ça c'est automatique. Et on peut faire une liste de diffusion voilà, en fonction de l'organisation de l'entité. Après, sur le contrôle des remontées de lignes, etc., ben ça, après, c'est plus à construire sur mesure, on va dire, en fonction des différentes étapes. On a tout un tas d'outils qui permettent d'attaquer notamment la métadonnée, qui permettent de compter les lignes, qui permettent de voir où on est sourcé, quelles étaient les bases, de rendre ça variable. Donc, après, c'est à construire au fur et à mesure de la construction du flux ETL qui permet d'alimenter aux bases de données. Bonsoir. Il n'y a pas encore de modèle mathématique de style intelligence artificielle dans Power BI pour faire des projections automatiques sur les années futures. On est quand même S'il y a des tout à fait. Alors, c'est disponible uniquement dans un type de licence, dans deux types de licensing que sont. Alors, du coup, je vais faire un point de 30 secondes sur le licensing. Power BI en gratuit, vous avez juste le desktop pour travailler sur votre PC. Et un environnement web qui s'appelle Mon espace de travail, qui est un peu l'équivalent du OneDrive perso. Voilà, c'est pour faire des choses qui ne sont pas à l'échelle de l'entreprise. Vous avez la version Pro qui permet, en utilisant un pool de capacités dédiées chez Microsoft, donc des machines qui ne sont pas à vous, mais qui sont partagées, et où la performance peut être un peu aléatoire au cours de la journée en fonction de leur utilisation, à $10 par mois par utilisateur. Et ensuite, vous avez deux autres types donc, qui sont dans la catégorie Premium. Vous avez le Premium, vous prenez une capacité où là, c'est plus en fonction du nombre d'utilisateurs, c'est tout de suite une grosse barrière à l'entrée. On doit être sur le plus petit capacité Premium avec 4 500 €, 5 000 € par mois. Un peu pour les utilisateurs. Et au milieu a été créé depuis une petite année, je dirais, on appelle le Premium par utilisateur, c'est-à-dire que vous avez toutes les fonctionnalités disponibles, mais vous êtes dans le pool de capacité partagée. Ça permet de bénéficier notamment justement des connecteurs vers l'intelligence artificielle, etc. Les projections, donc oui, ça se fait. Ça peut se faire à l'échelle du lac de données dans le Dataflow avec des allers-retours et on repousse la donnée avec ces nouveaux insights qui sont poussés à l'intérieur, ou ça peut être à l'échelle du rapport lui-même, avec notamment des prolongations de cours en posant des hypothèses mathématiques, etc. Et c'est toujours selon une optique locale et toujours en utilisant des algorithmes qui sont déjà testés et prouvés par Microsoft. Ils vous en proposent plusieurs et après, c'est à vous de sélectionner celui qui marche le mieux dans votre cas. Donc, vous pouvez tester le positif ou vous présente une synthèse de comment ça a marché sur un échantillon sur lequel vous avez employé déjà un peu le résultat et puis l'utiliser. Aujourd'hui, c'est une brique qui nécessite quand même d'avoir passé quelques étapes parce que déjà en termes de data culture et de structuration de données, pas brûler les étapes avant déjà de passer le reste. C'est-à-dire bien se structurer, bien être capable de comprendre son passé, bien être capable de le restituer et ensuite se projeter, mais c'est ouvert. Via la porte d'entrée Power BI. Et ça intègre à la fois le data lake, le TL, enfin toutes les différentes briques de. Le licensing le licensing dont on parlait, c'est ça? Oui. D'accord. Le TL est limité en version pro et il est totalement ouvert en version premium pour l'utilisateur et au-delà. Mais oui, notamment Power BI, ce n'est pas un outil de data visualisation, contrairement souvent à ce qu'on pense. La data visualisation, c'est ce qu'on voit le plus, mais contrairement à d'autres outils qui sont pure data visualisation, on peut faire du Power BI jusqu'à une certaine limite sans provisionner des entrepôts de données en dessous, des grosses data platforms. On peut faire tout le flux.
de bout en bout dans Power BI. C'est ce qu'on a fait ici, et c'est ce qu'on vous montrait dans le schéma initial. On a bien le connecteur, le lac, le cube, le rapport et l'application web, c'est-à-dire les 5 briques essentielles de la partie BI sont uniquement dans Power BI. La communication avec Excel se fait aussi dans Power BI. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu les questions-réponses au milieu, mais c'est pas très grave. Peut-être en synthèse, je te laisse me donner, parce qu'on est quand même là pour un retour d'expérience, donc peut-être nous donner ton retour d'expérience sur le projet. Oui, bien sûr. C'est vrai que le projet, il s'est déroulé à peu près sur 6 mois. Hein. Je pense qu'on a démarré après le cadrage en janvier, jusqu'à la mise en route au mois de juin. C'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, il y a également un nombre restreint de collections à projet là. C'est vrai qu'au niveau des licences, on est passé sur des licences Power BI qui sont quand même beaucoup moins chères qu'une licence d'un ERP. Et du coup, les seules personnes qui se connectent à l'ERP aujourd'hui, c'est pour faire des CD. Toutes les personnes qui ont besoin juste de voir de la donnée, ils peuvent se connecter à Power BI et avoir accès rapidement. Il y a également la notion il a parlé de droit. Très facilement, en fait, on a pu donner accès à la donnée et à la société qu'on souhaitait dans Power BI, ce qui permet, les fonctions projet n'ont accès que à la partie chantier et éventuellement commerciale, la fonction RH que la partie RH et la fonction comptable que la brique concerne. Après, ce qui nous a permis également, c'était d'uniformiser également tous les tableaux de bord, les informations sur toutes les sociétés. C'est vrai que jusque-là, chaque société, mis à part la partie comptable, avait des tableaux de suivi de projet, avait des tableaux commerciaux différents. Là, du coup, on a tout uniformisé et on a le même prisme de lecture d'une société à l'autre. Également, forcément, sur la partie processus, déjà, ça a permis de tout remettre en question. Parce que du coup, ça a uniformisé sur toutes les sociétés. Ça a permis de remettre en cause éventuellement ce qui a été fait. Sur la partie data culture, évidemment, il a fallu aussi, ça nous a permis aussi de vérifier s'il y avait de la cohérence dans les données qui étaient saisies dans notre ERP. Et là, ça nous a permis de recadrer les saisies. Et forcément, sur l'automatisation, l'accès au projet va beaucoup plus vite. C'est vraiment à anticiper aussi l'ensemble de ces temps des équipes qui ne sont pas des temps qu'on identifie directement au projet, mais qu'on s'est posé la question d'à peu près tous les processus touchés. Et donc, il faut que l'interlocuteur métier soit capable de se reposer aussi sur leur process, de les adapter en continu, et ça fait partie du temps projet et des choses à évaluer en amont. C'est assez important de l'anticiper aussi en termes de planning. Du coup, on avait listé un petit peu les facteurs clés du succès, je dirais, sur le point où sur le projet où on a décalé dans le temps, c'est sur la partie planification. C'est sûr que c'est bien planifié le temps. Et là, sur ce projet-là, moi, en tant que gérant, c'est moi qui étais le principal acteur. Et c'est sûr que il faut bien prévoir le temps nécessaire et pour la mission de cadrage, mais c'est surtout pour les essais. C'est sûr qu'avant de mettre en route l'outil, il faut s'assurer que l'ensemble des données soient correctes et conformes et aux attendus et qu'elles soient fiables et qu'on puisse donner l'assurance dans les outils. On avait également bien identifié les besoins métiers. C'est vrai qu'il faut avoir l'ensemble des acteurs pour chaque brique qu'on souhaite mettre en œuvre et réussir également à avoir cette vision de données qu'on veut. C'est vrai que vous avez demandé tout à l'heure si on avait déjà des choses en place. Alors oui, on avait déjà des choses, on avait des données, on savait à peu près ce qu'on voulait. Après, c'est sûr qu'il faut aussi identifier l'ensemble des utilisateurs, le besoin des utilisateurs, et c'est peut-être cette phase-là qu'il ne faut pas négliger dans un projet pour être sûr que ça réponde à tous les besoins et à tous les métiers, notamment. La transformation étant chronophage aussi pour les utilisateurs métiers sur leur refonte de leur méthode dans l'outil, de leur process. Très important de les embarquer dès le cadrage, parce qu'eux aussi vont devoir consacrer le temps et l'énergie au projet. Et donc le fait d'intégrer leurs besoins et de leur donner des choses en plus, in fine, c'est ce qui va permettre aussi la réussite et la motivation pendant ce temps de projet, qui est une période de surcharge pour l'ensemble des services. Également, là, dans le projet, là, ce qui avait bien fonctionné, et c'est l'outil, je pense, qui le permettait pour faire une métrique, c'était que très vite, il y a eu des visuels. Et du coup, on a parlé sur les visuels et on a pu modifier le projet sans nécessiter beaucoup de temps pour les développeurs, les visuels. Et donc, c'est vrai que pour nous,
c'était hyper souple parce que c'est vrai que dans plein de projets, on est obligé de faire un cadrage très complet, avec le besoin qui soit fixe. Et après, une fois que le besoin est identifié, on n'arrive pas vraiment à le modifier en haut. Là, vraiment, tout le long du projet, on a pu, sans forcément tout rechanger, mais à chaque fois apporter des améliorations, des modifications sur les visuels et même sur des données qu'on voulait rajouter. À partir du moment où elles étaient dans le projet Noble, on pouvait très facilement les rajouter sans nécessiter des temps de production. Il y a simplement au démarrage la partie basse, vraiment ETL et lac de données. Forcément, qu'il faut penser large et qu'il faut vraiment réaliser, où là, on n'a pas de visuel, on n'a pas l'impression d'avoir des quick wins, mais il faut vraiment bien le structurer. Et à partir du moment où on a passé cette phase-là, il est clair que la genèse du cube est déjà montée. Tout le développement peut se faire live, c'est le propre des outils BI low-code. C'est que ça permet de développer en direct en atelier avec l'interlocuteur métier et le développeur. Et là, on réitère, des fois on redescend un peu plus bas dans la chaîne pour ramener une info qu'on n'avait pas jugée utile au départ, mais globalement, on peut développer live une fois qu'on atteint les parties hautes. Et c'est pour ça qu'il faut bien le voir en mode agile et éviter de trop se fermer au début. Parce qu'après, du coup, c'est évolutif et on peut revoir les spécifications au fur et à mesure. Vous avez parlé de développeurs. Ça fait tilt. C'est quelle population hein? C'est quel type de développeur? Il n'y a pas d'équipe informatique. Ah, vous avez externalisé chez RSF, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Ça veut dire que l'entreprise n'a pas la main, il n'y a pas au sein de votre entreprise des gens qui ont la main. Alors, nous, on n'a pas la compétence en interne. D'accord. Après, il y a les différentes briques. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on a des compétences qui sont. Plus on avance dans le flux, plus on demande des compétences qui baissent en termes de technique et qui montent en termes de métier. C'est vraiment toute la distinction entre le data ingénieur, data analyst, data scientist, voilà. Après l'utilisateur métier classique qui lui va consommer ces données. Donc en fait, sur la partie haute, c'est-à-dire que demain, avec des formations relativement légères, on peut faire des créateurs de rapports sur la base d'un cube déjà construit, mais on peut difficilement créer des profils à court terme qui sont capables de faire de l'ETL, d'alimenter un lac de données ou de construire des cubes complexes. Là, sur ces briques-là, ces process-là, c'est plutôt du profil informaticien. Double compétence. Le cube, on est vraiment sur du data analyst, ou en tout cas, il faut quand même être capable de comprendre les besoins métiers très vite. Donc, on est plutôt sur des consultants double compétence, on va dire, avec une formation plutôt en méthodologie big data ou informatique décisionnelle, qui sont souvent des consultants double compétence. Sur la partie tout à fait basse de l'ETL jusqu'au lac de données, Power BI, il le fait en low-code parce que c'est l'esprit de cette équipe chez Microsoft, c'est de proposer des outils pour le business. Donc, on n'a pas besoin d'être complètement tech, mais c'est forcément mieux parce que au final, on fait quand même un peu de code. Au final, on fait quand même, c'est pas 100% low-code. Et voilà, les techniques de structuration, etc., assez basses dans le lac de données sont quand même plus pour des techs. Il est au data lake. Voilà. Entre les connecteurs et le data lake. C'est ça. Bien. Et après, pour finir, je dirais qu'il y a aussi la connaissance des données. Alors, c'est vrai que pour nous, moi, j'étais la personne qui avait mis en place Progenov dans l'entreprise, donc c'est vrai que j'avais une bonne connaissance de Progenov, et notamment ses bases de données. C'est vrai que pour mener ce genre de projet, c'est important d'avoir la connaissance de ces données, qu'elle vienne de Progenov ou d'une autre source, mais c'est un point essentiel pour la réussite, pour éviter de chercher, de bien connaître l'environnement de l'ERP pour pouvoir retrouver la donnée, parce que seulement l'ERP, on n'a qu'un affichage, nous aussi, donc après, il faut aller chercher dans les bases de données pour retrouver quel champ aller chercher les données. À taille PME, on arrive souvent à trouver un interlocuteur un peu hybride qui va connaître à la fois bien les process, bien les besoins de reporting, pas mal l'architecture informatique, etc. Et on arrive à avoir un interlocuteur clé. Après, si le projet est plus gros, il faut élargir un petit peu le cercle d'interlocuteurs, mais c'est vraiment trouver cette personne clé qui va pouvoir répondre à toutes les questions liées au process et aux données. Quand vous parlez de lac, on est sur les SSAS? Non, SSAS, c'est plutôt le cube. Alors, le dataset Power BI, c'est l'évolution de SSAS. Donc là, est-ce que le serveur analyse ça aussi? Donc là, à un moment, on va analyser. Le lac, ça va plutôt être l'équivalent des Integration Services d'avant, SSIS, ou SSIS pour la partie flux. Et le lac, en fait, la technologie qui tourne, c'est Azure. C'est les lacs de données qui sont Azure, Blob Storage, Data Lake Storage,
qui vont tourner en sous-jacent. Et en fait, Power BI, il faut le voir comme une surcouche orientée pour les métiers, low code, dont on peut se servir entre guillemets sans avoir une compétence pure tech. Mais bien sûr, il est assis sur la data platform Azure de Microsoft et il consomme au final les ressources Azure. Donc, il faut voir le cube de données comme l'évolution du SSAS, il faut voir les flux comme l'évolution du système d'intégration historique, il faut voir le lac de données comme les lacs de données Azure, sauf qu'on a une surcouche pour les utiliser. C'est que les utilisateurs n'interviennent pas sur les tables, etc. N'interviennent pas sur les tables. Non, après, ça dépend, il faut répartir les rôles. Voilà, justement, cette partie data ingénieur de structurer le lac, c'est pas fait pour des profils orientés business, quoi. Donc, après, on peut. Tout le management des rôles est crucial. Et après, bon, voilà, on a mis le dernier facteur clé, mais c'était la qualité de la. Voilà, Du coup, peut-être la question, mais en fait, pour les personnes qui vont créer les nouveaux. Pour faire la page, notamment tout à l'heure, vous parliez du social, hein, c'est des parties RH. Je suppose que la personne qui va créer cette page, en fait, elle va avoir accès à toutes les données confidentielles. Enfin, j'entends sur certaines données sensibles. C'est bien pour ça qu'il faut répartir les rôles, c'est-à-dire que si à la fin on veut si on veut in fine des reporting qui vont à la MyFin, il faudra bien à un moment stocker la donnée à la MyFin, parce que la donnée confidentielle, c'est la donnée à la MyFin. Une fois qu'on a engagé, c'est tout de suite moins confidentiel. Donc, on connecte notre donnée à la MyFin et on va jusqu'au lac. Quand on est sur cette partie, effectivement, la personne qui manage le flux, il faut qu'elle puisse voir les données pour pouvoir s'assurer que ça remonte. Donc là, on va avoir une personne clé, effectivement, qui va avoir accès à cette information. Mais après, on peut très bien commencer à faire des agrégations ici et ouvrir à plus de personnes. Et puis après, dans l'accès à l'application, attention, dans la consommation, il n'y a pas que celui qui construit, aussi dans l'accès à l'application. On a de la sécurité au niveau des lignes, c'est-à-dire que dès qu'on se connecte, paf, le modèle il se réduit de tout un tas de filtres sur toutes les tables en fonction du profil qui se connecte. La sécurité, on peut la manager à tous les niveaux dans Power BI. Ouais, alors moi je parlais plus de la personne qui avait créé vraiment le reporting, en fait, notamment tout ce qui était. Alors, le tracker, en fait, on a quelqu'un en interne en fait, qui nous crée tous les domaines et tout. Et là, effectivement, je suis plus en réflexion sur tout ce qui va être RH. Hein. Sauf que, en fait, est-ce qu'on peut, puisqu'on sait que toutes les rubriques, par exemple, sur une paye, si je veux dire, pour ce centre de coûts, je veux que tu récupères sur telle personne, mais sans lui donner en parlant d'un code uniquement de personne. Il faut une première personne qui, au moment de l'accès à la base de données du logiciel de source, logiciel de métier, logiciel de paye, et jusqu'au lac, soit capable de faire le process d'anonymisation des données. Cette personne, elle est obligée d'avoir accès à toutes les données dans le logiciel. Elle verra bien la donnée. Par contre, sur les payes, on sait par exemple qu'il y a une rubrique qui est codifiée par le numéro et tous les salariés, par exemple, par un code social. Quand on va se connecter à la base de données sous-jacente à l'outil de paye, il va nous falloir du coup une chaîne d'identification avec des droits, donc un compte dans la base de données de paye avec des droits. Ce compte-là, il va avoir des droits sur une partie des tables ou l'ensemble des tables de la paye, mais enfin, si à la fin, vous voulez travailler sur de la donnée de paye précise, vous allez sûrement lui donner des droits sur des tables qui contiennent de l'info sensible. Après, de supprimer, renommer des colonnes, de passer par des matricules, changer par. C'est tout à fait possible, mais il faut bien une première personne qui crée cette étape-là si elle n'existe pas aujourd'hui dans le système d'info. Et là. Après, le dernier point, c'était sur la partie accompagnement ou gestion de projet. Il faut que les interlocuteurs soient bien identifiés dans les deux, on va dire, côtés, hein, les côtés clients et côté data. Donc, là, notre retour d'expérience a été plus que positif avec KSM et Dimitri. Parce que c'est vrai qu'ils ont su s'adapter également à notre organisation, parce qu'eux, ils étaient à plein temps sur le projet et ils disent j'ai une entreprise en même temps, mais c'est la famille qui s'adapte. On les remercie. Ils ont pleinement répondu à c'est 10 jours à l'enjeu, le planning, c'est vrai. Bien le prendre. On a un franc succès auprès des utilisateurs, parce qu'après, le plus important, c'était aussi que ça serve aux utilisateurs. Et la satisfaction des utilisateurs est présente. C'est une des grosses forces de Power BI, hein, c'est que souvent, une fois que tout ça est construit, alors il y a une illusion de simplicité, c'est vrai qu'il faut voir un peu tout l'iceberg et puis remonter jusqu'à la partie visible, mais normalement, les utilisateurs le prennent hyper bien en main, et puis l'intégration dans l'écosystème Microsoft 365 et la capacité comme ça à jouer avec de la donnée qui est vérifiée, source unique de la vérité,
l'outil se démarque vraiment aussi par toute cette partie-là et crée souvent l'unanimité chez les utilisateurs métiers et le finaux. Est-ce que dans vos entreprises, vous avez des personnes qui ont continué à faire des tableaux sous Excel alors que les présentes là, est-ce qu'on peut faire des doublons encore pour s'assurer que... Est-ce qu'on a supprimé Excel, c'est ça la question? Alors, bien sûr, il n'y a plus un seul Excel dans l'entreprise. C'est vrai que pour tout chantier, non, on peut tout arrêter, parce que je l'avais écouté, là, il a répondu, il y avait tellement d'informations, et pour faire le reporting, ils avaient tout ce qu'il fallait. Sur la partie commerciale, ça a été progressif, je pense qu'on a eu une personne qui a continué son tableau de reporting, mais qui est là, il l'a arrêté, parce qu'il a vu qu'il faisait en doublon et que ça ne servait à rien. Le projet, je dirais qu'aujourd'hui, la seule phase où aujourd'hui on n'a pas migré 100%, c'est la compta, étant donné que on ne le fait que depuis juin. Du coup, là, on le fait encore en doublon pour assurer que nos tableaux de bord qu'on présente sont concordants dans les deux méthodes. Après, il y a aussi une nouvelle façon d'utiliser Excel. On l'a un peu vu là, il y a plein d'autres choses. Hein. C'était pour montrer un tout petit périmètre, mais dans Excel, généralement, on a quand même une source de données, et puis après, on la travaille, et puis après, on la présente, ou on calcule des choses qu'on va réimplémenter par ailleurs. C'est aussi de former les utilisateurs à ce que l'alimentation en données du Excel soit pas manuelle, quoi, et consomme les données qui ont déjà été traitées et travaillées par les interlocuteurs en charge. Après, il y a aussi toute la question, je pense, sous-jacente de l'accompagnement au changement, de l'adoption, etc., qui doit être prévu dès le début du projet et qui doit être ensuite piloté, animé. Hein, mais ça, c'est comme tous les projets de transformation. Alors après, c'est vrai que je l'avais dit dans la genèse, hein, c'est vrai que c'était parti d'un audit de l'ERP avec, entre guillemets, un mécontentement des utilisateurs de l'ERP. Donc, c'est vrai que la transformation était beaucoup plus facile à amener parce que c'est eux-mêmes qui avaient exprimé le besoin de changement. Donc, sûr que, une fois que la solution a été trouvée et mise en place, il fallait que ça réponde à leurs besoins. Quand on intègre un périmètre très large à l'audit initial, c'est vrai qu'après, si on répond à tous les besoins qui sont tombés, normalement, on a quand même des chances d'un peu plus faire mouche que si on part sur un périmètre trop restreint aussi l'utilisateur, parce que je Fabrice tout à l'heure, c'est quand même important de ne pas oublier d'interlocuteurs clés quand on fait les ateliers, la phase de cadrage. Je vais utiliser le verbe jouer avec la donnée. Il y a 3 phrases. Ce qu'on a vu, c'est plutôt du reporting préformaté qui descend selon les métiers. Et il y a certaines populations, notamment les populations marketing ou R&D, qui veulent véritablement jouer avec la donnée. Alors, on sait qu'il y a certaines solutions qui permettent de faire ça. Est-ce que dans Power BI, on a la possibilité d'avoir les données et puis bien faire son petit... On doit avoir pas mal de meet-up dans le passé qui sont sur la chaîne YouTube sur la partie self-service BI dans Power BI, parce que c'est quand même une très grosse partie et c'est là aussi où l'outil est très bon. On ne l'a pas montré là parce que ce n'était pas l'objet, et puis on a un long week-end aussi après, donc on ne peut pas vous garder pendant des heures. Mais la partie self-service, en fait, justement, l'intérêt, c'est justement dans toutes ces étapes de structuration dont on a beaucoup parlé, répété, du connecteur au lac, au cube, au rapport, c'est qu'en fait, en fonction des profils de chaque utilisateur, on va leur donner accès plus ou moins bas dans cette architecture de données. Et ce qui est plutôt très bien fait dans Power BI, c'est la réutilisation notamment des jeux de données. On réutilise une modélisation, donc c'est-à-dire des tables avec des relations et puis des calculs plus ou moins complexes à l'intérieur. On peut faire tous les dashboards qu'on veut dessus depuis le service en consommant uniquement le résultat des mesures et des données et sans les modifier, sans les casser et en partageant tous la même mesure pour tous les dashboards de tous les services de l'entreprise. Il peut y avoir des données qui parlent différemment. Et après, en plus de ça, on peut réutiliser un dataset, mais c'est très facile dans Power BI, et ça pourrait que je le démontre au cours de notre meetup, mais il y a tout ce qu'on appelle les rapports composites, des sources additionnelles, et en fait, on peut prendre un cube qui est très standardisé. Moi, j'ai une donnée moins structurée à côté, au marketing, qui est dans un Excel, qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore intégré dans un flux plus normé. Je peux très bien ajouter à ce cube, il y a aussi un petit ETL dans le cube qui permet de court-circuiter, je le rajoute, je croise, je calcule, et je produis un dashboard qui a une donnée supplémentaire. Bien sûr, après, ça demandera à être industrialisé, à prendre le process complet, etc. Mais ça permet justement aux utilisateurs métiers de suffisamment jouer pour itérer et pour se rendre compte que, en fait, oui, il faut repasser sur un flux d'industrialisation de cette donnée parce qu'en fait, elle est nécessaire en reporting. Donc, toute la partie self-service BI, ça pourrait faire l'objet d'une réunion de 2 heures, je pense. Mais elle est extrêmement présente dans Power BI Service. Par rapport à la mise en place de ça, vous avez parlé de 6 mois. En jour homme, externe et interne. Après, sur les échanges, on n'a pas eu beaucoup de rendez-vous. Après, une fois qu'on a fait le cadrage, les 7 jours, je pense qu'on était sur 5-6 jours de présentiel. Au maximum, on a été présentiel ensemble.
Après, sur la partie vérif, on est plus sur 5-6 jours également. Oui, après, il y a quand même toute la phase de. Enfin, je pense que Côté entreprise. On est interne, c'est ça. Hein. Ah oui, Non, bah, après, les projets, bah, ça dépend vraiment du périmètre, du scope. Enfin, c'est des fourchettes qui. Sur celui-là, je ne sais pas combien on était. Ouais, 35, 40, 35, 50, la fourchette peut-être. 30-50, quoi, mais en termes de jours de mise en œuvre, c'est ça? 50. Je pense moins en termes de mise en œuvre, je pense moins. Ouais, je pense 30. Attention, on compte aussi la partie PHSE qu'on vous a présentée, qu'on vous a pas montré finalement. Mais, il y a eu le déploiement quand même d'une application web déployée sur l'ensemble des téléphones avec une base de données derrière pour structurer toutes les remontées d'incidents sur les chantiers, QHSE, etc. Après l'analyser, en faire un reporting. Et là, même l'appli web, je pense qu'avec les technos de la Power Platform, si on l'a déployé en 6 jours, peut-être 6 jours, 7 jours, tout compris. Là. Cadrage, développement, poussé sur les devices. Et analyse de la donnée. Et la partie de connexion avec les sources à Oui. Tout. D'accord. Donc, 40 jours. Je pense ça. Externe. Externe en interne. C'est une vingtaine en interne. Après, voilà, ça dépend des tailles d'entreprise, des périmètres, des organisations, du nombre de sources, d'où la phase de cadrage d'expertise. On va vous dire qu'elle est cruciale après donner un ratio qui s'applique à tous les projets. Sur la partie outils, là, donc on est d'accord qu'on est obligé d'utiliser Office 365 pour avoir l'intégralité des fonctionnalités de ce que tu as présenté là. Ouais, c'est fortement conseillé. Voilà. Et ça nécessite en fait que le lac il soit. On ne peut pas imaginer une solution où on a notre entrepôt de données qui serait élargi. On utilise en fait la couche Power BI pour Excel. On peut même faire du Excel direct. Enfin, je ne sais pas quelle était la question, si l'usage c'est dans Excel ou dans Power BI. Ah, les deux. Mais après, l'ETL Power Query, donc lui qui a des centaines de connecteurs et qui fait le monitoring des flux, il est dans Excel, il est dans Power BI, il est à peu près à tous les niveaux. Donc, on peut faire rentrer la donnée à peu près à tous les niveaux des termes de structuration. Et donc après, tout dépend de la structuration de la donnée, mais tout est attaquable par l'ETL. Ouais. Par contre, là, le cube, on ne consomme pas uniquement de la donnée, on consomme des calculs, on consomme déjà des résultats de choses qui sont structurés avec une orientation métier, avec tout un catalogue de mesures, etc. Donc forcément, là, ça marche super bien avec Excel et Power BI parce qu'il y a eu un flux natif qui a été construit. Si on va chercher dans une donnée structurée en interne, on va aller chercher une donnée qui est sûrement propre, stockée, avec une structuration, mais peut-être pas une donnée calculée avec des mesures dédiées au reporting. Quoi. Donc forcément, il y a une couche où il faudra recalculer, ou dans Excel, ou dans Power BI. Mais après, l'ETL, lui, il est disponible avant le lac, mais il est aussi disponible en direct dans le cube. Donc là, on peut court-circuiter en fait à tous les niveaux. Bon, je pense que c'est bon pour la partie. Enfin, de toute façon, les questions, on va pouvoir poursuivre. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas si on est dans le timing. Est-ce qu'il y a des questions de chat qu'il faut reposer à la salle ou... Non, c'est bon, vous avez... Eh bien, parfait, merci à tous. Je crois même que j'ai fait une slide apéro. La meilleure. Non, je pense que sur la partie enregistrement, merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne d'ailleurs. Oui, merci à tous les participants en ligne. Merci à tous les deux pour la suite. On est quelques-uns dans la salle. Je crois que j'ai une autre aficionados des meetings Power BI avec le Power BI dans la salle. On demandera l'avis du public, mais on en ressort toujours à la fois avec plein d'envie et à la fois en étant un peu frustré parce que je sens bien